Salut tout le monde, je suis le Tropper et aujourd'hui on m'a suggéré un thème léger et très fun qui donnera le sourire aux petits comme aux grands, la bombe atomique. On peut pas plutôt parler de chatons? On peut, si les chatons sont dans le périmètre de l'explosion. Ok, on oublie les chatons. On va donc parler de la bombe atomique et de son utilisation en fiction, mais si ça vous remplit d'une profonde terreur existentielle, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu un guide de survie en cas d'attaque nucléaire, ainsi qu'un certain nombre de blagues sur les fesses. Une bombe atomique est une personne que l'on trouve très attirante. Par exemple, pour moi, l'actrice cubaine Ana de Armas est une bombe atomique de malade. Arrête d'éviter le sujet. Oui, bah n'empêche qu'elle peut m'irradier quand elle veut. C'est bien ça le problème, y a peu de chances qu'elle veuille. Ça fait très mal parce que c'est très vrai. Bref, si vous connaissez des histoires, vous avez sans doute déjà vu des utilisations de la bombe atomique en fiction. Et comme le pourcentage d'auteurs ayant un doctorat en physique nucléaire est sans doute inférieur à celui des auteurs qui y vont au pif, il y a de fortes chances pour que ces exemples ne soient pas très fidèles à la réalité. Et même si la fiction n'a pas besoin d'être réaliste, juste cohérente, ça ne fait jamais de mal de se renseigner sur les sujets qu'on souhaite intégrer à nos histoires. Alors c'est parti pour une bonne douche de connaissances qui nous désinfectera des radiations de l'ignorance et je ne sais pas où je vais avec cette métaphore. La bombe atomique est un type d'arme nucléaire, la première à avoir été créée dans l'histoire de l'humanité et la seule à avoir été utilisée dans un conflit militaire. Pour être précis d'un point de vue terminologique, la bombe atomique ou bombe A est une bombe à fission nucléaire. Une bombe à hydrogène ou bombe H, qui est une bombe à fusion nucléaire, n'est pas une bombe atomique même si la fusion est déclenchée par une réaction de fission. Toutes les deux sont des bombes nucléaires, mais pour la bombe H, on préférera parler de bombe thermonucléaire, ce que n'est pas la bombe atomique. Jusque là, vous suivez ? Elle a été inventée au cours de la Seconde Guerre mondiale par l'armée américaine à l'aide des plus grands physiciens de l'époque sous le nom de projet Manhattan. Voici une carte des principaux sites où les recherches ont eu lieu, soit un peu partout, sauf à Manhattan. Ce qui est quand même fourbe, on a l'impression qu'ils ont pas envie qu'on sache où a lieu leur projet top secret. Ah mais oui. La possibilité de fabriquer une bombe nucléaire était sans doute également connue dans le Troisième Reich, et les Américains voulaient à tout prix la développer en premier pour mettre fin à la guerre en Europe. Mais comme un jeune garçon inexpérimenté qui découvre les merveilles de la vie, la guerre en Europe s'est finie trop tôt pour que les Américains aient le temps de la faire exploser. Cependant, le Japon impérial ne se rend pas en même temps que l'Allemagne, et le conflit continue dans le Pacifique. Bien que la victoire américaine soit plus ou moins assurée en 1945, les Yankees décident de couper court, et la suite, vous la connaissez. Le 6 août 1945, après plusieurs semaines de négociations entre les Alliés et le Japon pour obtenir une capitulation, le B-29 Enola Gay décolle de la base américaine de Tinian à 2h45, avec à son bord la bombe atomique Little Boy. À 8h, 16 minutes et 2 secondes, Little Boy explose à 580 mètres au-dessus de la ville d'Hiroshima et change le monde à jamais. Les Américains demandent une nouvelle fois la capitulation du Japon qui se contente d'un vu et découvre très vite qu'il ne vaut mieux pas ghoster une puissance nucléaire. Le 9 août, une deuxième bombe nommée Fat Man détonne au-dessus de la ville de Nagasaki. On estime aujourd'hui le nombre de victimes directes de ces deux bombardements à plus de 250 000. Les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki sont très importants puisqu'ils sont à l'origine du contexte géopolitique dans lequel nous vivons aujourd'hui. En faisant démonstration d'une telle puissance de destruction, les États-Unis ont imposé un nouvel équilibre qui va se définir avec précision durant la guerre froide. L'équilibre de la destruction mutuelle assurée. Désigné sous l'acronyme MAD en anglais, ce qui veut aussi dire fou. Parce qu'on adore l'humour quand on parle de la potentielle fin du monde. Mais il est important de bien comprendre que l'arme nucléaire a changé la façon dont le monde tourne, et que son utilisation ne peut pas être prise à la légère. Depuis le 6 août 1945, nous vivons dans un monde où l'humanité peut se détruire toute seule comme une grande. Ils grandissent si vite. Alors on a fait un peu d'histoire, maintenant on va faire de la physique. On va pas non plus rentrer dans les détails parce que c'est pas avec mon bac S option SVT que je vais vous expliquer le fonctionnement précis de la physique nucléaire, mais on va essayer de voir en gros comment ça fonctionne pour que la bombe fasse... Je suis désolé. Tu l'es pas! C'est vrai. Donc, en gros, et de façon très simplifiée, l'explosion d'une bombe atomique est causée par une réaction en chaîne de fission nucléaire. Un neutron est envoyé dans un noyau qui explose et libère d'autres neutrons, qui sont envoyés dans d'autres noyaux qui explosent à leur tour, et ainsi de suite. Quand un noyau explose, il libère également de l'énergie, et donc avec une réaction en chaîne, une quantité exponentielle d'énergie est libérée. C'est comme sur YouTube, un spectateur regarde une vidéo, la partage à d'autres spectateurs qui la regardent, la partagent, et à la fin ma chaîne explose, et je suis suffisamment connu pour inviter Ana de Armas à dîner. Tu vis dans le déni! Je vis dans ta mère. Bref, pour obtenir cette réaction en chaîne, il faut de la matière fissile, par exemple l'uranium-235 ou le plutonium-239, qui sont des isotopes. Des isotopes? Mais t'as de la merde dans les oreilles en fait. N'empêche que ça ferait un super Pokémon. Un isotope est une version d'un élément avec un nombre de neutrons différent, et je ne vous demande pas de comprendre ce que ça veut dire. Retenez juste que quand on réunit une masse suffisante d'un isotope fissile sous une forme permettant aux neutrons libérés de taper dans les noyaux voisins, et qu'on enrobe le tout dans des matériaux réflecteurs, on peut atteindre la masse critique et obtenir une réaction en chaîne de fission nucléaire, ce qui ne cause pas d'explosion.
Dans les réacteurs nucléaires, on atteint la masse critique tous les jours, c'est comme ça qu'on génère l'énergie qui vous permet de regarder cette vidéo. Donc quand en fiction un personnage de type scientifique vous sort une réplique du style « Le réacteur a atteint la masse critique !» et ben c'est un peu une drama queen, parce que c'est le fonctionnement normal des choses. Par contre, on peut atteindre la masse super critique, ce qui n'a rien à voir avec cette image. Quand on atteint la masse super critique, la réaction en chaîne n'est plus en situation d'équilibre, et on a une explosion. Oh mon dieu, la bombe a atteint la masse super critique! Non mais c'est ouf ce besoin d'attention en permanence là. Alors on veut pouvoir atteindre la masse super critique pour avoir une bombe, mais on veut pas que cette bombe nous pète à la gueule. Ce serait pas top. Ce qu'il faut, c'est un mécanisme qui permet de contrôler le moment précis où ça va sauter. On s'arrange donc pour que la matière fissile soit disposée d'une façon qui l'empêche d'atteindre sa masse supercritique, et le mécanisme assemble la matière au moment voulu. La façon la plus simple de faire ça, c'est avec un assemblage par insertion, où on a un trou dans la matière fissile et un bloc de type long et dur, et quand on active le tout, le bloc rentre dans le trou et ça explose. Parce qu'on a beau parler physique nucléaire avancée, on revient très vite au niveau foufoune. Mais comme tout ne peut pas tourner autour du chibre, il existe une autre méthode d'assemblage dite par implosion. Et là c'est super compliqué, il faut des explosions qui détonnent avec un timing précis au poil de cul près pour comprimer la matière fissile et atteindre la masse supercritique. Retenez juste que si ce timing excessivement précis n'est pas respecté, il n'y a pas d'explosion nucléaire. On va en reparler. Mais quand le timing est respecté, la bombe explose, et croyez-moi, c'est pas juste un bison 4 au 14 juillet. Au moment de l'explosion, il y a tout d'abord un flash de rayons gamma qui va principalement détruire l'enveloppe de la bombe. Ensuite, l'énergie est telle que l'air autour de l'explosion se transforme en plasma, créant une gigantesque boule de feu et un premier flash lumineux. Le plasma se refroidit très vite. Enfin, vous emballez pas, il refroidit pour passer à 300 000 degrés Celsius. Ce qui mène à la formation d'une onde de choc, rendant l'air opaque autour de la boule de feu, ce qui la rend moins lumineuse. Mais pas pour longtemps, car l'onde de choc se sépare de la boule et l'air redevient transparent, laissant la lumière passer à nouveau et générant un deuxième flash lumineux. Une explosion atomique se reconnaît donc facilement à l'aide de ce double flash très caractéristique. L'onde de choc continue de se propager et frappe tout ce qui se trouve sur son chemin, causant des lésions internes chez les humains, faisant s'effondrer les bâtiments et projetant des débris qui peuvent être mortels. Mais la partie vraiment fun, c'est le flash thermique. Quand la boule de feu se refroidit, son rayonnement lui permet de se disperser dans l'air. En quelques secondes, tout ce qui est à portée de l'explosion prend feu, causant des brûlures aux personnes exposées et provoquant des incendies à des kilomètres à la ronde. Ceux qui survivent à tout ça auront la chance d'être irradiés par les neutrons et les rayons gamma, et cette vidéo est déjà bien assez joyeuse, donc je vous épargne les symptômes d'une irradiation aiguë. Comme tout ça ne suffisait pas, l'explosion a encore d'autres conséquences. Tout d'abord, elle génère une impulsion électromagnétique nucléaire, souvent abrégée en anglais par EMP, qui fout le dawa dans tout ce qui est électronique, donc plus de télé, plus de radio et surtout plus d'internet. Et en conséquence, plus d'accès à l'Instagram d'Anna de Armas. Mais pas le temps de pleurer sur la fin de Tout Joie sur Terre, car la suite c'est les retombées radioactives. En explosant, la bombe atomique rejette dans l'atmosphère des microparticules radioactives qui seront entraînées dans le fameux nuage en champignon et se condenseront en particules plus larges, se mélangeant avec la suie des incendies. Et comme chaque youtubeur qui a tenté sa chance à la télé peut vous le dire, tout ce qui monte finit toujours par retomber. La majorité des particules radioactives les plus dangereuses sont également les plus lourdes et retombent sur Terre en moins de 24 heures selon les conditions météo. Dans les faits, les retombées se concentrent majoritairement autour de la zone de l'explosion, mais avec un peu de vent, elles peuvent parcourir des centaines de kilomètres. Il faut savoir qu'il y a nettement moins de retombées lors d'une explosion atomique aérienne que lors d'une explosion en surface, parce qu'il faut bien trouver un peu de positif à dire. Et comme il ne faut pas abuser des bonnes choses, et donc par une logique bien claquée qu'il faut au contraire abuser des mauvaises, on va faire un point sur les autres types d'armes nucléaires. Tout d'abord la bombe H ou bombe à hydrogène. Elle utilise l'énergie d'une fission nucléaire pour causer une fusion. En gros la bombe A c'est Sangoku, la bombe H c'est Gogeta. Beaucoup plus complexe que la bombe A, on estime sa puissance à environ 1000 fois Little Boy. C'est-à-dire qu'un mec a regardé tout ce qu'on vient de voir et s'est dit ok, c'est pas mal, mais ce serait pas mieux si c'était 1000 fois pire. Théoriquement toujours, la bombe H pourrait causer moins de retombées radioactives que la bombe A. Elle serait alors qualifiée de bombe propre, ce qui prouve une fois pour toutes que le concept de propreté n'est pas le même pour tout le monde. A l'opposé, dans le genre bien sale, on a la bombe salée, dont le but est de maximiser les retombées radioactives. Petite anecdote rigolote, dans le sens le plus large possible du terme rigolo, elle a été conceptualisée à la base par le physicien Leo Szilard comme une idée trop absurde pour être vraiment réalisée, en plaisantant. Ce qui nous prouve que peu importe que tu sois youtubeur ou physicien nucléaire, il y aura toujours quelqu'un pour prendre tes blagues au premier degré et tout ruiner pour le monde entier. On notera également l'existence de la bombe à neutrons ou bombe N, qui fait principalement des dégâts aux tissus organiques, tout en laissant les infrastructures relativement intactes. Comme ça, si comme beaucoup tu trouves que la France est un très beau pays mais que le problème c'est les Français, tu peux faire exploser une bombe N et avoir le beurre et l'argent du beurre, à condition d'aimer que ton beurre soit salé à l'uranium. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon de la bombe atomique dans notre monde, on va voir ce qu'il en est dans l'infinité des mondes de la fiction. On va parler de quelques tropes populaires liés à l'arme nucléaire.
Quand j'ai mentionné le flash de rayon gamma il y a quelques minutes, un certain nombre d'entre vous ont sans doute pensé à notre géant vert préféré, celui qui ne cultive pas le maïs mais plutôt les patates. En effet, dans les années qui ont suivi le développement des technologies nucléaires, mais avant les années où les effets des radiations ne soient connus du grand public, ces dernières ont connu une période de grâce. L'uranium était à la mode, on faisait des démonstrations d'explosions atomiques devant un public aux abords de Las Vegas, on vendait des boissons au radium, du dentifrice au thorium et tout un tas d'autres merveilles atomiques. Vous pouvez critiquer TikTok, mais n'empêche, dans les années 50, quand on lançait une nouvelle mode cancer, on faisait pas semblant. Littéralement. Cette époque a coïncidé avec l'âge d'argent des comics, et c'est comme ça que des super-héros comme Hulk, Spider-Man et les X-Men ont obtenu leur pouvoir au contact de nos amis les radiations. Bien évidemment, avec la propagation des connaissances sur les effets des radiations, ce trope a fini par tomber en défaveur. Mais il permet de mettre en perspective une grande réalité de la fiction. Quand une nouvelle technologie débarque et que pas grand monde la comprend, beaucoup d'auteurs vont l'intégrer dans leurs histoires un peu n'importe comment. Et au fur et à mesure que le public devient familier avec ces nouvelles technologies, ces œuvres finissent par devenir de plus en plus datées. Et pour ça, il y a qu'à regarder les personnages de hackers dans les films des années 90. Un trope qui n'a pas perdu en popularité, c'est le Deus Ex Machina, néologisme qui contracte les termes Deus Ex Machina et l'anglais nuke qui signifie bombe nucléaire. Il s'agit d'un ressort scénaristique qui consiste à résoudre une situation impossible à l'aide d'une bonne vieille explosion nucléaire. D'Aliens à Avengers en passant par Armageddon, quand on ne sait plus comment régler un problème, il n'y a qu'à l'atomiser. Et si c'est une solution qui a déjà été envisagée dans le monde réel, par exemple face à un hypothétique astéroïde fonçant droit sur la Terre, il faut comprendre qu'un Deus Ex Machina peut résoudre des problèmes mais également en amener d'autres. Dans le cas de l'astéroïde, effectivement, il sera détruit ou dévié, mais il y a un risque que des débris désormais radioactifs tombent malgré tout sur Terre. Pour un usage militaire, en effet, on peut facilement gagner une bataille comme ça, mais au prix de rendre le lieu de la bataille inhabitable pendant des siècles. En gros, il ne faut pas considérer l'arme nucléaire comme une solution propre et nette à tous les problèmes, mais plutôt comme la source de nombreux soucis. Ce qui en soi peut être très intéressant narrativement. Accessoirement, utiliser une arme nucléaire contre une autre puissance nucléaire, ça peut mener à des représailles et à la destruction mutuelle assurée, ce qui n'est pas ouf. Pour un trope un peu plus rassurant, parfois c'est la fiction qui est trop alarmiste. Dans nombre d'histoires, une bombe atomique doit être manipulée avec précaution, faute d'exploser au moindre choc. Un coup de coude trop brusque, un éternuement, boum. On peut même tirer avec un pistolet sur une bombe et déclencher une explosion nucléaire. Sauf que non, comme je l'ai dit auparavant, il y a un mécanisme complexe qui est nécessaire pour détonner une bombe atomique. Vous imaginez bien que si le moindre choc pouvait la faire exploser, un avion de la Seconde Guerre mondiale serait pas allé bien loin avec les turbulences. Il y a très peu de chances qu'une arme nucléaire explose accidentellement, vu qu'elles sont conçues pour éviter ça justement. Vous pouvez lâcher une bombe atomique du haut de la tour Eiffel, si elle n'est pas prévue pour détonner, il n'y aura pas d'explosion nucléaire à l'impact. Si vous collez du C4 à une bombe atomique, elle va exploser, mais il n'y aura pas de réaction en chaîne et donc pas d'explosion nucléaire. Bon, par contre ça va envoyer valser des matériaux radioactifs un peu partout. Mais c'est pour ça qu'on peut détruire des armes nucléaires avec des missiles antinucléaires. Si on fait exploser la bombe avant la réaction en chaîne, on peut éviter l'explosion nucléaire. Donc si une explosion nucléaire ne peut généralement avoir lieu que s'il a été décidé, qui est-ce qui a le droit de prendre cette décision? En somme, qui a la possibilité de lancer une attaque nucléaire? Si vous souhaitez intégrer une frappe nucléaire dans votre histoire, il peut être utile de savoir qui est capable d'en lancer une et quelle armada est à leur disposition. Cet état possède l'arme nucléaire officiellement, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine, le Pakistan, l'Inde et la France cocorico. Cependant, Israël et la Corée du Nord possèdent également l'arme de façon non officielle. Voici un graphique qui représente une estimation des arsenaux de ces différents états. Chacun possède sa propre chaîne de commandement pour pouvoir lancer une frappe. Ça peut être utile de se renseigner à ce sujet pour un rendu plus authentique. Mais il faut également savoir qu'après la chute de l'Union soviétique, une grande quantité de matière fissile et des bombes complètes ont été perdues. Comment est-ce qu'on perd de l'uranium et des armes nucléaires? Ce qui signifie qu'il est fort possible que d'autres états ou même des organisations terroristes puissent mettre la main sur des armes nucléaires ou suffisamment de matière fissile pour lancer une frappe au sol dans une capitale. Ouais! En tout cas, peu importe la source, une chose est sûre, l'explosion va causer l'apparition d'un nuage en forme de champignon. Image indissociable de la bombe atomique, elle possède également son lot d'a priori erronés. Tout d'abord, le nuage en champignon, ou pyrocumulus de son petit nom, n'est pas exclusif aux explosions nucléaires. En effet, toute explosion suffisamment puissante générera un pyrocumulus, notamment les éruptions volcaniques qui n'ont rien de nucléaire. Le nuage est formé par convection car l'air chaud monte. Il se forme en quelques secondes ou quelques minutes et peut mettre jusqu'à 2 jours à se disperser. Ce qui le rend visible, c'est la vapeur d'eau qui se teinte de rouge à cause du dioxyde d'azote et de l'acide nitrique. L'eau va s'évaporer en premier et rendre le nuage invisible, mais toutes les saloperies dangereuses seront toujours là. Si le tronc du champignon est blanc, il s'agit d'une explosion aérienne, mais s'il est brun-gris, c'est à cause des débris liés à une explosion de surface. Un autre trope visuel très répandu, c'est la représentation de matière radioactive comme quelque chose de vert fluo, ce qui est très faux. Voilà une photo d'uranium enrichi, tout gris, pas fluo du tout.
Les radiations sont invisibles, ça fait partie de ce qui les rend si dangereuses, et c'est pour ça qu'on a besoin de compteurs Geiger pour les repérer. On peut imaginer que ce trope a pour origine l'effet Vavilov-Cherenkov qui cause une lumière bleue dans l'eau des réacteurs nucléaires, mais en règle générale, les matériaux radioactifs ne génèrent aucune lumière dans le spectre du visible. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de bombes atomiques sans parler des abris antinucléaires. C'est un sujet passionnant qui méritera une vidéo dédiée un jour lointain, mais on va essayer de condenser un maximum d'infos ici. Source de nombreux fantasmes, la réalité est bien moins glorieuse que les immenses complexes souterrains de Fallout. Il existe deux types d'abris, ceux faits pour résister à une explosion nucléaire et ceux qui permettent de se protéger des retombées. Dans les faits, les premiers sont si coûteux à construire et à entretenir qu'ils sont réservés à l'armée, et avec le développement de la bombe H, ils sont plus ou moins obsolètes à moins de 5 km de l'explosion. Comme il y a très peu de chances de survivre à proximité de la détonation, il vaut donc mieux se concentrer sur ce qu'on peut faire pour survivre quand on est à distance, et qu'on devra faire face aux retombées qui peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres à la ronde. Le but n'est donc pas tant d'avoir un abri résistant, mais plutôt un abri confiné. Un sous-sol peut très bien servir d'abri anti-retombées à condition qu'il soit équipé d'une alimentation en oxygène dotée d'un filtre. Contrairement à une idée répandue, un abri anti-retombées n'est pas fait pour un séjour sur le long terme. En effet, la majorité des retombées radioactives les plus dangereuses seront dispersées au bout de 10 à 15 jours. Et ça tombe bien parce qu'un certain nombre de facteurs font qu'il est très difficile de rester plus longtemps que ça dans un abri. Tout d'abord, il y a une limite à la quantité de vivres et d'eau potable que l'on peut stocker dans un abri. Ensuite, même avec une douche à circuit fermé, l'hygiène sera très vite un problème, ce qui donne un tout autre sens au terme de bombe sale. Finalement, des études ont montré que confiner des personnes pendant plus de 15 jours dans un espace réduit avec moins d'1 m² par survivant, ce n'était pas une très bonne idée. Très vite, les gens se mettent à paniquer, à se battre et même à chercher à s'enfuir. Et soudain, on comprend un peu mieux l'ambiance à Paris quand on réalise que la densité de population est de 21 personnes par mètre carré. Mais si tout ça vous cause trop d'angoisse, faites comme toute personne sensée. Réfugiez-vous dans le monde de l'imaginaire et fuyez à la fois les horreurs de la réalité et vos responsabilités. Et si vous avez tout de même besoin d'un équivalent imaginaire en termes de destruction, vous pouvez avoir recours à la bombe fantastique. Que ce soit en fantasy ou en science-fiction, vous pouvez très bien imaginer une arme capable de détruire tout autant qu'une bombe nucléaire, mais sans toutes ces vilaines radiations ni le besoin de faire des recherches. N'oubliez pas que dans le monde de la fiction, tout est possible. La bombe fantastique n'est rien de plus qu'un équivalent fictionnel qui ressemble suffisamment à une bombe atomique pour que le public comprenne l'analogie en termes de capacité destructrice, sans s'encombrer de toute la réalité qui va avec. Par exemple, annihiler des cités entières avec la bombe Popsti, garantie sans plutonium. Peut contenir les traces d'uranium, de radium, de thorium et d'huile de palme. Et maintenant, comme je l'ai promis en début de vidéo, voici un petit guide de survie en cas d'attaque nucléaire, parce que ça fait jamais de mal d'être préparé au pire. Dans la description, vous trouverez les liens des sources que j'ai utilisées pour construire ce guide, notamment un TED Talk d'un spécialiste de la question, une carte interactive qui permet de simuler une explosion nucléaire, ainsi qu'une page de TV Tropes qui décrit les effets d'une attaque sur Los Angeles avec pour épicentre les studios Disney, ce qui me fait beaucoup rire pour une raison qui m'échappe. On va donc imaginer un scénario en particulier et voir la marche à suivre pour s'en sortir. Vu qu'en cas d'explosion nucléaire aérienne, on fait face à une attaque d'un état et donc à une guerre nucléaire totale, on ne va pas traiter ce cas de figure parce que cette vidéo est honnêtement déjà suffisamment déprimante comme ça. On va donc partir sur une attaque nucléaire terroriste qui a plus de chances d'être un événement unique et qui aura forcément lieu en surface. Si vous avez bien suivi, ça veut dire une explosion moins destructrice mais plus de retombées radioactives. Pour ce cas, on va imaginer qu'une organisation terroriste a réussi à fabriquer une arme nucléaire de 10 kilotonnes, à la placer dans une camionnette et à la faire détonner en plein centre de Paris, sur l'île de la Cité. Tout ce qui est dans le cercle rouge est instantanément pulvérisé, humain comme bâtiment. L'île de la Cité et une partie des quartiers d'Odéon et du Châtelet sont rasés au moment de l'explosion. Le flash thermique enflamme tout ce qui est entre la rue de Rivoli et la Sorbonne. L'onde de choc est suffisamment puissante pour faire s'effondrer la majorité des immeubles jusqu'au centre Pompidou au nord et le jardin du Luxembourg au sud. Toute personne qui est dehors ou derrière une trop faible épaisseur de mur est immédiatement irradiée et ne survivra pas plus d'un mois à la dose de radiation reçue, et ce jusqu'au musée du Louvre et au jardin des plantes à l'intérieur du cercle vert. Au-delà de ça, le flash thermique cause encore des brûlures au 3e degré aux personnes exposées, et l'onde de choc ne fait que briser les vitres. On va partir du principe que vos chances de survie à l'intérieur du cercle vert sont infimes, et donc imaginez que vous êtes au moins à l'extérieur. La première chose que vous allez voir, c'est le double flash lumineux de l'explosion. Bien évidemment, si vous l'avez vu directement, vous êtes désormais aveugle, temporairement ou de façon permanente. Ce qui ne va pas aider, mais il y a de fortes chances pour que vous ayez vu l'explosion de façon indirecte puisque l'explosion a lieu en surface. Si c'est le cas, vous avez quelques secondes avant que l'onde de choc n'arrive. Mettez-vous à couvert et éloignez-vous des vitres car les débris de glace ont de grandes chances de vous tuer. Une fois l'onde de choc passée, vous avez survécu à l'explosion. Félicitations! Maintenant, le danger immédiat, c'est l'incendie et les retombées. Votre objectif, fuir le plus loin possible afin d'être évacué, ou trouver un abri capable de vous héberger pendant au moins 10 jours avec des vivres et de l'eau. À moins que vous n'ayez déjà vous-même préparé votre cave à cette fin, dans Paris, vous ne trouverez aucun abri de ce type. Si vous voulez savoir, le dernier abri anti-atomique parisien a été démantelé et il contient maintenant des serveurs informatiques. C'est une info.
Donc sans abri, vous devez vous enfuir. L'explosion ayant eu lieu en surface, il y aura un gigantesque nuage en champignons brun-gris, qui atteindra une altitude de presque 6 km. Repérez-le, il va vous servir à savoir si vous êtes en danger. Premièrement, fermez un œil, tendez votre bras avec le pouce en l'air et essayez de voir si vous pouvez cacher le nuage. S'il dépasse de votre pouce, vous êtes en danger grave et il faut partir immédiatement. Et oui, c'est ça que fait la mascotte de Fallout. Anecdote gratuite. Les retombées vont partir du nuage et suivre la direction du vent, tout comme les braises des incendies. Vous devez donc repérer dans quel sens il souffle. La meilleure façon d'échapper aux retombées est de vous enfuir en parallèle de la direction du vent, dans un sens ou l'autre. Votre but est de mettre autant de distance que possible entre vous et le nuage. Ne vous arrêtez pas, ne faites pas marche arrière, ne changez pas de direction. Quand vous aurez atteint une zone où les fenêtres des bâtiments sont intactes, vous serez sorti du périmètre de l'explosion. Mais les incendies se propagent et vous devez continuer. Vous ne pouvez jamais être trop loin d'une explosion nucléaire. Au bout d'un moment, vous finirez par tomber sur des secours ou des convois d'évacuation qui vous permettront d'être décontaminés et de vous enfuir de la zone. Votre portable ne fonctionnera pas à cause de l'impulsion électromagnétique nucléaire. Il faudra donc vous débrouiller sans ça. Si jamais vous êtes prévenu d'une attaque nucléaire au dernier moment mais avant l'explosion, sachez que vous pouvez protéger vos appareils électroniques en les mettant dans votre micro-ondes qui agit comme une cage de Faraday. Autre point, ce n'est pas parce que le nuage disparaît derrière votre pouce que vous êtes à l'abri. Comme vous pouvez le voir sur la carte, les retombées parcourent des centaines de kilomètres, et si vous n'avez pas d'abri anti-retombées, vous ne voulez pas rester sur leur trajectoire. Si vous êtes loin de l'explosion, écoutez la radio pour avoir des informations sur la météo et savoir si vous êtes en danger. Si jamais vous étiez en voiture au moment de l'explosion, ne coupez pas le moteur. L'impulsion a sans doute grillé les circuits et vous ne pourrez plus redémarrer. Sachez que la plupart des pays ont des dispositifs d'urgence en cas d'attaque nucléaire et que des autorités compétentes pourront vous prendre en charge. Sachez également que certains de ces dispositifs recommandent de ne pas distribuer de vivres aux survivants pendant les premières semaines pour laisser mourir ceux qui sont irradiés. On économise les livres comme on peut. Autre info utile, une explosion nucléaire est très bruyante. Elle peut être entendue à des centaines de kilomètres, mais si vous êtes hors de portée de l'onde de choc, vos tympans devraient y survivre. Comme pour la foudre, le délai entre le moment où vous remarquez le flash et le moment où vous entendez l'explosion peut vous aider à calculer la distance entre vous et la détonation. C'est exactement les mêmes calculs que la foudre, c'est des constantes, c'est la vitesse de la lumière et la vitesse du son dans l'air. Pour finir, si en regardant ce guide vous vous dites que vous n'êtes pas assez préparé, c'est normal, peu de personnes le sont. Très peu de personnes le sont. Il y a seulement 1000 abris anti-atomiques dans toute la France, dont 600 qui sont des installations militaires. Il n'y a même pas de quoi abriter 0,01% de la population. Je sais pas si c'est très rassurant du coup. Mais ça ne fait jamais de mal d'avoir quelques boîtes de conserve et 2-3 bonbonnes d'eau dans votre cave. Et d'avoir une cave. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Alors si cette vidéo a provoqué chez vous une profonde terreur existentielle et qu'elle vous a convaincu d'adopter un mode de vie hédoniste, et que vous êtes une actrice cubaine, sachez que mes DM sont ouverts. En fait, t'as fait cette vidéo pour convaincre Ana de Armas de coucher avec toi. C'est possible. Actrice cubaine ou non, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, suivez la procédure habituelle et tout se passera bien. N'oubliez pas de me suggérer des sujets à traiter en commentaire, si possible moins terrifiants que celui-ci, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Trop peur, out.